Bonjour et bienvenue sur Mosaïque, la chaîne en quête du sens de l'actualité. On fait aujourd'hui un point militaire, un point stratégique et géopolitique aussi avec le journaliste et écrivain Michel Gourfinkiel. Bonjour Michel Gourfinkiel. Bonjour. Alors merci beaucoup d'accepter de répondre aux questions de Mosaïque. On a besoin vraiment d'éclaircissements aujourd'hui alors que la situation semble, disons, figée en même temps d'ailleurs que bouillonnante. La question simple pour commencer, en tout cas simple à poser, où en sommes-nous de la guerre à Gaza aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce qui doit l'être encore? Et pourquoi ça bloque? Alors, avant toute chose, je voudrais dire que lorsque la guerre a éclaté, j'ai interrogé un certain nombre d'experts militaires israéliens. Et quand je dis quand la guerre a éclaté, littéralement le 7 octobre au soir, le 8 octobre, le 9 octobre. J'ai interrogé un certain nombre d'experts israéliens et j'étais frappé par le fait que tous m'ont fait la même réponse. Et la réponse était, la guerre va être longue. La guerre, ce n'est pas une guerre qui est de 15 jours, ni même une guerre d'un mois. C'est une guerre qui va durer plusieurs mois et peut-être même plus d'un an. Si les experts militaires israéliens me disaient ça le premier jour du conflit, cela signifiait tout simplement qu'ils se basaient sur des plans établis par l'armée israélienne en cas de scénario extrêmement grave. Donc, ils savaient à l'avance que si Israël devait se lancer dans une guerre totale contre le Hamas à Gaza, ce serait une opération longue, minutieuse, qui devrait être menée de manière extrêmement méthodique. Et Donc, c'est exactement ce que nous voyons jusqu'à présent. C'est-à-dire donc, que lorsque je considère le temps que mettent apparemment les opérations, la façon dont les opérations se déroulent, nous sommes tout à fait dans la cohérence de ce que j'ai entendu le jour 1 de la guerre. Et j'ajouterais que c'est tout à fait pertinent par rapport aux analyses qui ont pu être faites du rapport de force entre Israël et le Hamas et du contexte à la fois stratégique ou géopolitique du conflit. tout de même, le journaliste Alon Ben David affirmait récemment qu'Israël semblait coincé. Il se demandait quand même si après 6 mois de guerre, près de 6 mois, qu'il n'est pas légitime de soulever des interrogations sur la réussite de l'opération. Alors, pourquoi est-ce que ça dure si longtemps, Michel Groffingiel? Je viens de vous dire que euh, le jour 1 de la Oui. guerre, les Mm. experts stratégiques prévoyaient, sur des bases stratégiques en tant qu'opération militaire, ils prévoyaient une guerre longue. Voilà. Donc, ça c'est la réalité militaire et stratégique. J'ajouterais que sur le plan strictement militaire, ce que Israël a fait en quelques mois fait l'admiration de tous les experts militaires au monde, y compris de ceux qui ne sont pas nécessairement favorables à Israël. Mais d'un point de vue technique, en quelque sorte, on est très impressionné par ce qu'Israël a pu faire. C'est une guerre extrêmement difficile, dans des conditions extrêmement difficiles. Je passe bien entendu sur l'obligation de protéger les populations civiles qui, contrairement à ce que tout le monde peut dire et à ce que le président Biden semble sous-entendre aujourd'hui, les populations civiles ont été respectées et protégées au maximum par Israël. Ceci en soi est disons, une réussite, une réalisation absolument impressionnante. Mais d'autre part, tout le monde sait qu'il n'y a rien de plus délicat que une guerre urbaine, il n'y a rien de plus délicat, une guerre urbaine dans un environnement extrêmement dense, il n'y a rien de plus délicat que une guerre menée avec un élément non seulement terrestre, mais souterrain tout à fait considérable. Les Israéliens ont pu, dans ce contexte-là, aller très loin dans la destruction du potentiel ennemi. Et ici, je voudrais dire quelque chose qui bien sûr, doit être dit avec beaucoup de précaution. Bien entendu, à partir du moment où l'opération
terrestre contre le Hamas a commencé, il y a eu des pertes parmi les militaires israéliens, quelque chose comme 200 pertes, et chaque vie est très précieuse, particulièrement dans un pays comme Israël. Mais par rapport à l'intensité d'un tel conflit, les pertes de l'armée israélienne sont absolument minimes, absolument minimes. Et ceci est aussi quelque chose qui est pris en considération par les experts militaires. Alors, vous avez parlé du président Biden. Que penser de l'attitude américaine après ses propos tenus ces derniers jours? Il affirmait que le Premier ministre faisait plus de mal que de bien à Israël et il a, semble-t-il, parlé d'une sorte de ligne rouge concernant une éventuelle offensive sur Rafah. Est-ce qu'il y a un retournement de la position Et américaine selon vous? il y a un plan Biden qui, à mon sens, est moins le plan du président Biden. Je ne m'imagine pas que le président Biden a des capacités réelles pour élaborer un plan et le mener à bien actuellement. Mais il y a un plan qui porte le nom évidemment du président, qui en fait, vous pouvez savoir ce que c'est que ce plan. Il vous suffit de lire la revue Foreign Affairs, où à côté d'un article sur lequel je passerai de l'inénarrable Ehud Barak, vous avez un très long article de Martin Indyk, quelqu'un qui passe pour être un des grands experts américains pour le conflit israélo-arabe, israélo-palestinien. Et en gros, c'est le plan Biden. Et le plan Biden, c'est que les États-Unis vont se substituer aux Israéliens et à n'importe qui d'autre, et ils vont établir un protectorat avec un certain nombre d'autres pays, si possible, pays arabes ou pays occidentaux, et un protectorat sur Gaza, et ils vont bien entendu résoudre tous les problèmes du Moyen-Orient à travers ce protectorat. Si on a un peu de mémoire historique, on pense à la façon tonitruante dont l'administration Reagan avait prétendu résoudre en 1982 la situation qui s'était créée au Liban à la suite de l'intervention israélienne. Et on se rappelle comment cette très grande, disons, mise en place d'un dispositif américain au Liban à la fin de 82, avec la participation d'ailleurs de la France à l'époque. Comment ça s'était terminé? Ça s'était terminé par une déroute totale devant le terrorisme des Américains, des Occidentaux, et finalement l'administration Reagan a décidé de tout simplement quitter la région sans gloire. Voilà, c'est exactement la même chose que l'administration Biden est en train de monter. Alors, ça explique qu'ils font de Rafah une ligne rouge, qu'ils ne veulent pas finalement qu'Israël remporte ce conflit jusqu'au bout. Peut Vous avez apparaître, si c'était le cas, ça serait une victoire pour les islamistes aussi, finalement, Michel Tout à Gauquelin. fait, tout à fait. Mais encore une fois, lisez attentivement l'article de Indyk, tout y est, y compris l'idée d'une visite de Biden et d'un discours de Biden à la Knesset. Absolument tout se trouve dans cet article d'Indyk. Il est clair que Indyk n'a été que le porte-parole de ceux qui font vraiment la politique moyenne-orientale de l'administration Biden. Et dans ce plan pour Alors, l'après, il y a aussi le début, l'embryon de cette solution à deux États dont parle aussi le président Biden. voilà. Biden. Tout le monde sait que la solution à deux États est une solution qui n'en est pas une, qui est tout simplement, qui ne peut pas, absolument pas fonctionner, à moins de décider de détruire l'État d'Israël, mais concrètement, c'est impossible dans la situation actuelle. Voilà à quoi on est confronté. Alors, cela dit, il faut quand même dire une chose. Sur le plan strictement, encore une fois, militaire, technique, etc., les États-Unis, et les États-Unis dirigés par l'administration Biden, ont apporté depuis le 7 octobre une aide très importante et absolument sans restriction à Israël. C'est quelque chose qui est pratiquement sans précédent. Les États-Unis ont souvent, disons, assisté en spectateurs plus ou moins bienveillants aux guerres israéliennes. Quelquefois, ils ont accordé des aides d'urgence à Israël. Ils n'ont jamais apporté une aide aussi
importante à Israël dans un conflit majeur qui peut même déboucher sur un conflit encore régional, encore plus grand. On Donc, va en parler. Est-ce que cette cela aide doit être peut libre s'arrêter? ailleurs. Oui, Ailleurs. mais est-ce que ça peut s'arrêter, cette aide, justement? Est-ce qu'à un moment donné, le président Biden peut couper le robinet et dire on arrête, ce qui ferait que la Le situation... président Biden est pris entre deux, si vous voulez, entre deux contraintes. La première contrainte, c'est que l'opinion publique américaine n'a jamais été aussi pro-israélienne, en particulier quand on lui demande êtes-vous pour Israël ou pour le Hamas? En gros, 80% des Américains disent on est pour Israël. Voilà. Ça, c'est une première chose, ce qui veut dire que, quel que soit le cas de figure dans les élections euh, qui vont se dérouler dans quelques mois, quelqu'un qui négligerait cet état de l'opinion irait vers des difficultés électorales. D'un autre côté, la deuxième contrainte, c'est que le milieu politique américain où le soutien à Israël est le moins solide, où l'anti-israélisme est le plus fort, eh bien, c'est l'électorat démocrate. Donc, nous sommes dans une situation où l'administration sortante, jusqu'à nouvel ordre, c'est Biden qui est candidat à sa réélection. L'administration sortante ne peut pas aller trop loin contre Israël et a intérêt plutôt à soutenir Israël, mais d'un autre côté, elle se demande s'il ne faut pas au moins prétendre qu'un certain nombre de limites vont être posées aux actions d'Israël pour ne pas décourager une partie de son électorat. Que vous dites là, effectivement, éclaire un peu cette position qui semble être sur une crête. Michel Gourfinkiel, autre question. Comment vous appréciez les risques d'une extension du conflit à la frontière nord avec le Hezbollah? C'est un risque réel et en réalité, la guerre avec le Hezbollah est en cours. Il y a une bataille qui se déroule actuellement au nord. Les Israéliens très vite ont été amenés à recourir à des mesures militaires fortes euh, pour établir un rapport de force avec le Hezbollah et pour faire comprendre au Hezbollah, premièrement, qu'Israël n'avait pas peur d'un deuxième front au nord, et deuxièmement, que si la guerre éclatait, une guerre totale éclatait au nord, Israël pensait la gagner, et Israël Est-ce avait les moyens de la gagner. est-ce que c'est réaliste de penser cela alors que justement à Gaza, il semble que ce soit plus difficile? Or, le Hezbollah est présenté comme plus puissant, Non, avec aussi des souterrains. je reviens là-dessus, c'est pas difficile à Gaza. C'est difficile uniquement parce que à Gaza, il y a, euh, comment dire, un souci par rapport à la population civile qui est très particulier à Gaza. Il y a d'autres soucis liés évidemment à la question des otages. Si Israël était amené à utiliser totalement son potentiel militaire sur Gaza, il n'y aurait plus de problème à Gaza, il n'y aurait plus de Gaza non plus, mais ce que les Israéliens ne souhaitent pas. Si une bataille doit se dérouler, une vraie bataille avec le Hezbollah, le Hezbollah lui-même a un niveau de puissance militaire qui est sans comparaison avec le Hezbollah. Donc la guerre va tout de suite monter à un degré d'intensité infiniment supérieur à ce que nous connaissons à Gaza. Plus une guerre monte en intensité, plus les parties engagées ont tendance et se sentent autorisées à utiliser pleinement leur potentiel. Donc voilà quelle est la situation. Il y a des raisons de penser que tout le monde prend tout cela extrêmement au sérieux. Je ne peux pas évidemment prédire ce qui va se passer, mais la Ça, ça situation au jour d'aujourd'hui se présente comme cela. Ça serait une guerre effectivement différente, de haute intensité, comme vous venez de le dire, y compris pour les Israéliens. Finalement, il y a des conséquences aussi, sans doute plus meurtrières peut-être. Pendant ce temps, il y a aussi l'Iran qui semble continuer ou presque accélérer sa course à l'arme nucléaire. Est-ce qu'il faut craindre une intervention plus directe de l'Iran?
mais l'Iran intervient. Jamais le Hamas ne serait intervenu, n'aurait lancé son opération sans un feu vert de l'Iran. Jamais le Hezbollah n'aurait pris une position, disons, de belligérance vis-à-vis d'Israël sans, disons, le feu vert, sinon l'incitation de l'Iran. Jamais les Houthis ne se seraient lancés dans leur guerre en mer Rouge sans l'aveu et l'aval de l'Iran. Nous avons en réalité, il n'y a pas de guerre. La réalité profonde de la région, c'est qu'il n'y a pas de guerre entre Israël et les Palestiniens, il n'y a pas de guerre entre Israël et le Liban, il n'y a pas de guerre entre Israël et la Syrie, il y a une guerre froide qui tend à devenir de plus en plus chaude, une guerre implacable entre Israël et l'Iran, ou plutôt une guerre voulue par l'Iran contre Israël. Comment vous inscrivez ces événements dans la situation géopolitique mondiale, Michel Gourfiquiel? Nous sommes dans une situation de conflits emboîtés les uns dans les autres, ce qui arrive en réalité souvent dans les affaires internationales. Nous avons le conflit de base qui est une certaine forme de conflit entre Israël et les Palestiniens. Il y a toutes sortes de Palestiniens. Il s'est trouvé que la frange la plus extrémiste du mouvement irrédentiste palestinien s'est lancé dans une guerre totale avec Israël et qu'Israël réplique. Mais il y a ensuite une guerre plus étendue avec les différents satellites de l'Iran dans la région. Donc le Hezbollah, c'est très clair. Un certain nombre de milices chiites en Syrie, en Irak, les Houthis chiites au Yémen, mais au-delà, il y a le conflit avec l'Iran, qui est quelque chose de fondamental dans la géopolitique de la région, qui lui-même s'inscrit dans les plans de domination globale de la région de l'Iran, qui menace, non pas en cas de victoire israélienne, un statut au mieux d'État vassaux. La question iranienne elle-même s'inscrit dans un arc plus large, qui est celui de, disons, conflit latent ou ouvert d'un axe Russie-Iran-Chine contre l'ensemble des pays occidentaux. Je fais un certain nombre de différences à cet égard. La Chine a une politique très différente de celle de la Russie et de l'Iran. En ce qui concerne la Russie et l'Iran, ce sont deux pays qui sont aujourd'hui extrêmement solidaires l'un de l'autre. La Russie a besoin de l'Iran sur certains plans technologiques. Elle avait besoin, compte tenu de son échec en Ukraine jusqu'à présent, elle avait besoin de l'ouverture d'un deuxième front au Moyen-Orient. Il faut bien comprendre que dans la mesure où vous avez une bataille qui se joue en Israël et où les États-Unis soutiennent Israël, cela fait autant de disponibilité militaire, autant, disons, d'armement, autant de munitions que les Américains fournissent à Israël, qui ne sont pas susceptibles d'être fournis à l'Ukraine, en tout cas pas dans la même quantité. Alors justement, tout cela est pour terminer, Michel Gourfiquiel, ça s'inscrit dans une toile de fond où beaucoup d'experts parlent d'un déclin de l'Occident. On en parle depuis longtemps, mais en tout cas un affaissement des États-Unis, de ce rôle de première puissance mondiale. Est-ce que vous partagez cette perception-là, ce point de vue? Oui et non. Il y a, si l'on regarde simplement, disons, la technostructure, c'est-à-dire la capacité globale de production, de technologie, je dirais même aussi d'adaptation à des situations militaires ou géopolitiques totalement imprévues, il y a une supériorité occidentale, européenne et américaine, auquel on peut ajouter bien sûr les partenaires des Occidentaux, les Occidentaux de l'Extrême-Orient, les extrêmes occidentaux de la région Pacifique, comme le Japon par exemple, la Corée du Sud. Donc il y a
disons, une supériorité globale du camp occidental. Si le camp occidental décide aujourd'hui de mener une politique de contre-attaque, en quelque sorte, contre l'hostilité manifeste de l'axe, appelons-le l'axe national autoritaire russe, iranien, chinois, les Occidentaux sont en situation de gagner. Le problème, c'est qu'il y a sur d'autres plans une situation évidente de crise politique et de crise sociétale dans les pays occidentaux. Quand on considère, si vous voulez, la situation particulière de l'Europe, où l'Europe découvre qu'elle a une guerre et un danger maximal à l'Est et un danger qui est en train de monter à toute vitesse au Sud, et qu'elle n'a rien en face. Le potentiel de défense de l'Europe est proche de zéro. Et je dis cela en sachant, bien entendu, qu'un pays comme la France a quelques éléments de puissance militaire tout à fait réels, mais d'autres pays n'ont rien, n'ont littéralement rien. Et il est paradoxal de voir que certains des pays qui ont décidé depuis l'invasion de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, enfin les pays qui ont décidé de rejoindre l'OTAN, les pays nordiques qui ont décidé de rejoindre l'OTAN à la suite de l'invasion de l'Ukraine, par certains côtés, ont un dispositif militaire plus puissant que ceux des pays de l'OTAN, les pays européens de l'OTAN à l'heure actuelle. Donc c'est l'Europe véritablement le maillon faible de ce L'Europe système. L'Europe est à l'heure actuelle, comprenez, quand l'ex-président est candidat à une réélection, Donald Trump parle enfin, menace de ne plus soutenir dans le cadre de l'OTAN les pays qui ne feraient pas un effort militaire conséquent, il ne fait que surfer sur une réalité que l'OTAN connaît depuis 40 ans. C'est-à-dire que l'OTAN, en réalité, est le free rider, le passager non payant d'un effort de défense qui est assumé, c'est la réalité, massivement par les États-Unis. C'est une situation qui, à terme, devient de plus en plus intenable. Merci beaucoup Michel Grandfutiel de nous avoir permis de voir comme ça cette situation, comme vous dites, de conflit emboîté, de regarder chaque étape pour mieux comprendre l'ensemble et la direction. On comprend bien que nous sommes sans doute à la veille de grandes modifications aussi géopolitiques. Merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.